Alors bonjour à tous, merci d'être, avec nous aujourd'hui pour accueillir Laure Martinelli qui est postdoctorante, au BBV, le laboratoire biomolécules et biotechnologies végétales de l'université de Tours. Laure, elle a effectué son master et son diplôme d'ingénieur à l'université de Bretagne occidentale, de Brest, et puis elle a effectué sa thèse au laboratoire de biotechnologie végétale appliquée aux plantes aromatiques et médicinales de l'université de Jean Monnet à Saint-Étienne. Et au cours de sa thèse, elle a étudié les voies de biosynthèse des terpénoïdes chez les pélargoniums. Elle a ensuite continué avec un postdoctorat au Max Planck Institute d'écologie chimique à Jena en Allemagne. Et elle a étudié les interactions entre écorce, coléoptères et champignons et les terpénoïdes impliqués dans ces interactions. Et c'est d'ailleurs, ces résultats-là qu'elle va nous présenter aujourd'hui. Et elle a rejoint en novembre dernier le laboratoire BBV pour une durée de 2 ans sur le projet Europe Horizon Combo, au cours duquel elle va étudier la biosynthèse de terpénoïdes d'algues marines et d'alcaloïdes d'éponges marines. Et ce projet venant juste de commencer, eh bien, c'est pour ça qu'elle va nous présenter aujourd'hui les résultats de son post-doctorat en Allemagne. N'hésitez pas à prendre la parole à la fin de la présentation pour poser vos questions et sinon vous pouvez aussi utiliser le chat, et on lira, vos questions à la fin de la présentation. Laure, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et je te laisse la parole. Merci Mallory, ça me fait plaisir d'être là. Donc, bonjour à tous. Normalement, vous voyez déjà mon écran, donc j'espère que vous voyez bien et que vous m'entendez bien. Normalement, on a tout vérifié. Et effectivement, je vais vous parler aujourd'hui donc de mon projet du Max Planck. D'abord, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est le Max Planck de Jena. Et donc, ce sera en fait sur les Tree Killing Bark Beetle Associated Fungus and Terpenoids. Et en fait, au lieu de commencer par vous expliquer le titre, je vais vous le montrer au fur et à mesure et j'espère que vous apprécierez la présentation. Donc, comme a dit Mallory, moi je suis actuellement en postdoc donc à l'université de Tours, au BBV, avec Mallory. Je travaille donc sur la caractérisation des enzymes qui sont impliquées dans la production de terpénoïdes, des algues et des alcaloïdes d'éponge, globalement la voie de synthèse du métabolisme spécialisé. Avant de venir au BBV, j'avais donc fait ma thèse au BVPAM. Du coup, je dis bonjour à Sylvie et Jean-Claude que j'ai vu se connecter, en travaillant sur les terpénoïdes également. Cette fois-ci, donc sur les voies de synthèse et la régulation chez un certain type de plantes qui sont les pélargoniums, qui ont une odeur de rose. Donc là, c'était pareil, c'était de la voie de synthèse et du métabolisme spécialisé. Et ensuite, donc, j'ai fait mon postdoc après cette thèse et avant BBV en Allemagne, au Max Planck Institut d'écologie chimique. Et cette fois-ci, c'était plutôt sur les scolites, donc c'est les petits coléoptères, dont vous avez une petite image ici, qui infectent des épicéas. Et là, pareil, c'était encore une fois sur les terpénoïdes pour mieux comprendre comment fonctionnaient ces champignons et les scolites qui sont associés à ces champignons. Pour commencer, donc, je vais vous parler donc, que de ça, que de cette partie-là, que de ce postdoc-là, et en premier lieu, de parler du Max Planck Institute en lui-même, pour vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble, et au cas où ça pourrait être intéressant pour certains d'entre vous. Donc, le Max Planck Institute, ça fait partie de la Max Planck Society. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais globalement, ça date et c'est très représenté en Allemagne, puisqu'il y a à peu près 80 instituts, dont la moitié sont en fait en biologie et médecine, avec beaucoup de sujets différents et beaucoup de recherches très diverses et variées et très intéressantes. Pour ce qui est de l'Institut d'écologie chimique, donc il est à Jena, je vous ai mis la carte, donc normalement vous devrez réussir à repérer la France et l'Allemagne. Et en Allemagne, du coup, Jena, je vous l'ai mis, donc c'est loin, c'est à l'est, mais c'est très sympathique comme coin, c'est très joli. Plus des fois, on a du soleil, et c'est assez agréable de travailler à l'Institut. Donc c'est à Jena, ça a été fondé en 96, et depuis, il y a toujours eu de la recherche donc spécifiquement sur l'écologie chimique, avec différents départements qui travaillent sur différents modèles et différentes thématiques. Il y a 4 départements principaux et 5 unités indépendantes de recherche. Je vais pas passer 1000 ans à vous parler de tous les projets qu'il y a dans l'Institut, parce que c'est assez gros et conséquent, mais globalement, on a les 4 principaux départements avec le département de biochimie, de Jonathan Garchanzon. Là, on travaille vraiment beaucoup sur les molécules qui sont impliquées entre plantes et animaux, ou plantes et champignons, plantes pathogènes. Le département de neuroéthologie évolutionnaire, donc avec Bill Hanson. Et là, c'est beaucoup plus sur les animaux et sur le système nerveux des animaux et donc le neuroéthologie. C'est moins ce que je connais, donc je ne m'étalerai pas du tout sur le sujet. Un département de symbiose des insectes qui est dirigé par Martin Kaltenpuss. Là, vraiment, on est beaucoup sur les symbiontes microbiennes et les traits écologiques. Et donc là, on revient tous ces départements sur l'écologie chimique au sein de ces systèmes. Et le dernier département, donc c'est le département de Sarah O'Connor sur la biosynthèse des produits naturels. Donc là, on revient sur de la plante plus que de l'insecte, mais on est toujours sur l'écologie chimique et mieux comprendre les molécules qui sont derrière la production des produits naturels.
Pour ce qui est des groupes indépendants, on en a 5 à l'heure actuelle, enfin il y en a 5 à l'Institut actuellement. Il y en a un sur les comportements sociaux chez les fourmis. Il y en a un qui est sur la physiologie des défenses des plantes, qui ont notamment beaucoup de travaux sur les plantes carnivores, c'est assez cool à voir. Il y a un groupe de recherche qui est associé à l'Université de Iéna et qui est sur le plancton et les interactions au sein des communautés planctoniennes. Je pense que c'est planctonienne, ouais. Et qui est très intéressant aussi, parce que là, ça fait un petit côté marin dans l'Institut. Il y a un groupe sur tout ce qui permet l'olfaction. Donc là, c'est beaucoup plus chez les insectes aussi. Et il y a un dernier tout nouveau groupe de recherche qui est sur la physiologie intégrative évolutionnaire. Et là, on commence à avoir sur l'Institut du système murin pour les analyses. Mais c'est toujours sur l'écologie chimique qu'il y a derrière ce système. En plus de ça, dans l'Institut, il y a très pratique beaucoup de services. Donc, il y a un groupe NMR, il y a un groupe RMN, pardon. Il y a un groupe de MS qui sont faits juste pour aider à l'analyse de données et la caractérisation et l'identification de composés. Il y a tout un groupe de microscopie qui permet d'avoir des très jolies photos que vous avez pu voir dans les petites bulles. Et un workshop qui permet de construire à peu près tout ce qu'on veut et tout ce qu'on pourra avoir besoin pour faire des expériences en champ comme en laboratoire. Et surtout, je ne vais pas m'étaler longtemps dessus, mais il existe un programme, il y a un programme de postdoc, mais il y a aussi un programme pour les thésards qui s'appelle l'IMPRS. Et en fait, c'est l'ensemble des écoles doctorales du Max Planck, de la Max Planck Society, de la société Max Planck. Et ils ont beaucoup d'écoles et ça peut toujours être intéressant. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous cherchez ou si vous voulez un jour envoyer des doctorants en Allemagne ou faire un doctorat en Allemagne. Personnellement, moi, je vais vous parler en fait que d'un département, parce que c'est celui où moi j'ai travaillé au Max Planck, c'est le département de biochimie. Ce département, donc, il décompte plusieurs sous-groupes de recherche. Tout le département est dirigé donc, par Jonathan Garchandon, qui est aussi un groupe leader pour un des groupes de recherche de son département. À l'heure actuelle, les plus actifs et les majeurs, en fait, sont les 4 que je vous ai montrés, avec beaucoup de travaux sur les aphides, donc les petits insectes, les aphides. Beaucoup de travaux aussi sur les principaux pathogènes du peuplier, la défense chez les conifères et avec un côté évolutionnaire aussi sur ces défenses, et un groupe qui s'appelle donc Forest Beetles and Friends, on appelle aussi le Bark Beetle Group de temps en temps, parce que c'est celui qui est sur les scolites. Mais pas seulement sur les scolites, mais aussi sur tous les petits amis des scolites, qui sont donc les microbes. Et c'est dans ce département, dans ce sous-groupe du département, que j'ai donc effectué mon postdoc, sous la direction de Jonathan. Et maintenant, je vais pouvoir parler de mon postdoc en tant que tel, et donc de ce que j'ai fait et des principaux résultats que j'ai eus. Donc, ce postdoc qui était sur les bark beetles. Les bark beetles, c'est Hypstypographus que vous voyez ici en l'occurrence, mais il en existe beaucoup. Ce sont des petits scolites qui s'attaquent à beaucoup d'arbres différents. En l'occurrence, le scolite qui s'attaque le plus aux arbres en Europe, c'est ce qu'on appelle le European Spruce bark beetle, s'attaque donc aux conifères, en particulier aux épicéas, les spruces, et il passe la majorité de son cycle dans l'arbre. On va avoir une colonisation des arbres, et puis toute une multiplication donc, des scolites, et une redispersion qui va permettre d'aller coloniser d'autres arbres. On retrouve en fait ces scolites dans le phloème, dans les tissus conducteurs de l'arbre, donc vraiment dans le phloème. C'est pour ça qu'on les appelle des bark beetles, parce qu'ils s'attaquent à l'écorce, et qu'ils vont se loger juste en dessous. Ils peuvent faire un trou dans l'écorce, et s'installer à l'intérieur. On voit donc partout des traces des scolites dans les arbres, on voit bien toutes les galeries qu'ils ont pu faire. À la base, donc, quand ils s'attaquent à ces arbres et qui permettent de faire un petit trou, l'ouverture qui est créée et la colonisation par les scolites va en fait permettre de dégrader l'arbre. À la base, c'est de l'écologie forestière. C'est un système, ça fait partie de l'écologie des forêts et c'est assez pratique parce que ça va nettoyer en fait les forêts des arbres qui sont abîmés ou qui ont été effondrés par des vents ou qui sont en train de mourir déjà à la base. Le problème, c'est que des fois, on a des pandémies donc, de ces scolites, et là, ils vont se mettre à attaquer n'importe quel arbre, y compris ceux qui sont en bonne santé et ceux qui ont été plantés pour la production de bois. Ce qui devient en fait un problème écologique, mais aussi un problème économique. C'est pour ça qu'on a beaucoup de monde qui travaille sur ces petits scolites. Pour vous donner une idée, en fait, ce problème écologique et économique est devenu un peu plus important ces dernières décennies. Et on voit bien, là, vous avez une représentation graphique en fait, qui vous indique la quantité de bois qui a été perdue à cause des scolites. Alors, si vous n'êtes pas familier avec moi avec le mégamètre cube, qui est de 70 mégamètres cubes en 2019 en Europe, en fait, si ça peut vous parler un peu plus, il faut savoir que sur la dernière décennie, globalement, on a eu une perte en fait, de à peu près 18 mètres carrés par hectare
par an en Europe de bois. Et donc ça commence à vraiment inquiéter les forestiers et surtout les producteurs et les consommateurs. Mais bien évidemment, ces scolytes, ne sont pas les seuls qui sont responsables de cette perte de bois, parce qu'ils n'agissent pas seuls. Comme tous les animaux, en fait, les insectes vivent dans un monde microbien, comme nous, hein. On ne serait rien sans les bactéries et sans les champignons. Donc là, c'est pareil pour ces petits insectes, qui seraient peut-être rien sans leurs microbes. Et en fait, sur ces scolytes, on va retrouver un paquet de microbes. Et pour aujourd'hui, je vais me contenter de vous parler de ceux sur lesquels moi j'ai travaillé, qui sont en fait les champignons qu'on appelle ectosymbiontes. Ectosymbiontes parce que ce ne sont pas ceux qu'on va retrouver dans les intestins des scolytes, c'est uniquement ceux qu'on va retrouver à la surface du scolyte, qui ne sont pas à l'intérieur de l'insecte. Il y a d'autres gens qui travaillent sur ce qu'il y a à l'intérieur. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller le lire, mais moi, ça, je me suis concentrée sur l'extérieur. Et ces champignons, donc, on les retrouve aussi dans les galeries des scolytes, dans l'arbre. Ils sont partout dans les galeries. On les retrouve également dans les chambres pupales, parce que du coup, le scolyte va arriver, il va pondre ses œufs, on va avoir les œufs dans le phloème, on va avoir les larves qui vont se développer dans le phloème en se nourrissant donc du phloème, mais aussi du champignon. Et puis après, ils vont se transformer en pupe. Dans le stade pupal, en fait, on va avoir un développement du champignon dans la chambre. Et à l'éclosion, en fait, du nouveau petit scolyte, on va avoir souvent, on assume, puisque c'est pas facile de l'estimer, mais on estime que le jeune adulte, le jeune scolyte, se nourrit de champignons qui est dans la chambre pupale. Parce qu'on le retrouve énormément, et c'est ce endroit où on le retrouve sous forme de spores. Et ces champignons, en plus, pour venir compliquer l'affaire, on en trouve plein différents. C'est pas juste un champignon qui est tout le temps là et qui est toujours nécessaire au scolyte. On sait juste qu'il y en a plein, qu'on les retrouve souvent les mêmes espèces, en des proportions différentes et variées selon les conditions et selon l'arbre, selon le scolyte. Mais globalement, on les retrouve quasiment tout le temps et c'est toujours les mêmes qu'on retrouve. Dans ce système-là, en tout cas. Et moi, donc, dans tout ça, ma question, c'était vraiment de savoir c'est quoi le rôle de ce champignon. Parce qu'apparemment, il le mange, l'insecte, mais bon, ça lui sert à quoi, quelque part? Parce que le phloème, c'est déjà assez nourri, hein, c'est assez riche, donc c'est assez nutritif. On se demande quel est le rôle exactement de ce champignon et pourquoi on les retrouve tout le temps. Globalement, si on reprend un petit peu une question générale, un champignon, à quoi ça peut servir dans un système de la sorte? En plus, c'est un système avec 3 éléments, hein, donc globalement, si on essaie de réfléchir un petit peu de manière très globale, le champignon, il peut servir à défendre en fait le scolyte face à d'autres pathogènes. C'est assez fréquent dans les symbioses, hein. Il peut servir à nourrir le scolyte, ce qui paraîtrait probable puisque bon, il s'en nourrit. Et il pourrait aussi participer à la détoxification. Parce que, en fait, si un scolyte attaque un arbre, l'arbre se défend, et comme toute colonisation, il faut se défendre contre eux. Il faut savoir gérer les défenses de l'arbre pour pouvoir avoir une colonisation qui réussit. Donc globalement, nous, dans le système de la barbe beetle, là, dans ce système de scolyte, on penche plutôt pour une histoire de nutrition, de détoxification, parce que d'une part, le scolyte se nourrit du champignon, enfin, vu la présence du champignon dans toutes les galeries et dans les fesses des scolytes, il n'y a pas photo. Et de l'autre côté, on se dit aussi que ça pourrait être de la détoxification, parce qu'il a été mis en évidence par quelques-unes expériences que l'épicéa est affecté par la colonisation du champignon. Même si on n'a pas le scolyte, un arbre peut être grandement infecté et affaibli, voire potentiellement tué par un arbre. C'est difficile à estimer comme analyse, mais globalement, le champignon tout seul attaque le trait. Donc ça pourrait vraiment avoir un système d'une participation à la détoxification. Et moi, dans tout ça, je vais aller encore plus précisément dans ce projet, c'est de savoir quels sont les composés volatiles qui sont impliqués, en fait. Dans cette aide du champignon, est-ce que le champignon a un rôle qui est lié aux composés volatiles? C'est très écologie chimique, c'est beaucoup parce que j'aime bien les terpénoïdes. Et parce qu'il y en a pas mal chez les épicéas aussi. Pas pour rien. Et là-dessus, il y a déjà un peu des travaux qui avaient été faits avant le début de mon projet. On sait que les composés fongiques donc, qui sont produits par le champignon sont attractifs pour les scolytes. Pas toujours, mais pas tous, mais il y en a certains qui sont attractifs pour les scolytes. Ils vont attirer Hypstipographus, et donc on se dit que si ça les attire, il y a peut-être une raison, encore une fois, hein. Souvent, l'évolution est plutôt bien faite. Et de l'autre côté, on sait que le champignon, si on met l'épicéa en présence du champignon, ça modifie son profil volatile. On n'a pas exactement le même composé, pas en même quantité, donc il y a quelque chose qui se passe. Et c'est là-dessus, en fait, que moi, je me suis mis à travailler sur ce projet, pour essayer de comprendre, dans ce petit scolyte qui va tuer des épicéas, quel est le rôle de ces champignons vis-à-vis des terpénoïdes.
Pour ça, c'est un projet qui pouvait se décliner en 3 grandes questions, hein, pour commencer. C'était qu'est-ce que les champignons produisent comme composés volatiles? Et est-ce qu'ils sont capables de produire des terpénoïdes tout seuls? Donc deuxième question, est-ce qu'ils sont capables de biotransformer certains des composés chimiques qui sont à leur disposition? En l'occurrence, tous les terpénoïdes qui sont produits par l'épicéa. Donc est-ce que le champignon est capable de le transformer, qui serait un petit peu le début de la détoxification, et aussi qui pourrait être impliqué donc dans l'attraction du scolyte. D'où la troisième question, est-ce que les composés qui sont produits par le champignon, que ce soit naturellement ou par biotransformation, sont vraiment impliqués dans les interactions avec l'insecte? Pour travailler là-dessus, j'ai donc fait des expériences essentiellement en laboratoire. C'est l'avantage quand on est sur des petits champignons qui poussent bien en laboratoire. Je vais vous présenter rapidement la méthodologie de base, mais si vous avez plus de questions à la fin, vous pourrez me poser des questions. Globalement, ce que j'ai fait, c'est que je prenais mon champignon, qui pousse bien à 25 degrés, je le faisais pousser sur un milieu agar, un milieu gélosé, ça marche mieux qu'en liquide. Je le fais pousser dans certaines conditions qui m'arrangent pour mes expériences. Après, je collecte mon champignon. Généralement, je collectais séparé le champignon du milieu et je réalisais des extractions à l'hexane. Avec les extractions à l'hexane, je récupérais mes échantillons, je les passais sur GC, sur analyse GCMS ou GCFID, pour pouvoir avoir le profil volatile de mon champignon. J'ai travaillé surtout sur un seul de ces champignons qui sont retrouvés sur le scolyte, et je vous parlerai que de un aujourd'hui, ce sera Grossmania penicilliata. Mais ce que c'est le plus intéressant dans ce projet, dans ce qu'on a pu obtenir, mais c'est aussi parce que c'est le plus présent donc sur le scolyte. Et j'ai testé plusieurs milieux gélosés pour voir un peu comment se comportait mon champignon de manière générale. Et aussi pour essayer d'avoir les conditions les plus naturelles possibles pour mon champignon. Parce que bon, un champignon qui pousse dans un phloème, il ne réagit pas pareil sur de la patate. Hein. Donc là, c'est ce que vous verrez. Hein, mais vraiment, du coup, j'ai travaillé avec trois milieux. Le PDA, donc c'est la patate. Le MEA, donc c'est le malt extract agar, et là, donc c'est du malt. Et ce que nous, au laboratoire, on appelait le SBA, c'est le spruce bark agar, et là, c'était pour être le plus proche du milieu naturel du champignon, parce que littéralement, c'est de l'épicéa. Je vais vous montrer juste après comment on le produisait, si ça vous donne une petite idée. Et ces milieux, donc les 3 premiers que je vous ai présentés, en fait, ça m'a servi à savoir qu'est-ce que Grossmania penicilliata, donc mon champignon, produit normalement. Si je lui donne rien, qu'est-ce qu'il produit? Si je le mets juste comme ça sur un milieu, qu'est-ce qu'il produit? Est-ce qu'il peut produire des terpènes? Et j'ai aussi travaillé donc avec tous ces milieux, mais dans lesquels j'ai rajouté un composé, un monoterpène en l'occurrence. Et plus précisément, aujourd'hui, je vais vous parler de l'alpha-pinène parce que c'est un des composés prépondérants de l'épicéa. C'est un monoterpène qui sent très bon d'ailleurs. Et on voudrait voir si le champignon est capable de le biotransformer. Et donc, c'est en prenant ce même milieu ajouté d'alpha-pinène que j'ai pu aller voir s'il y a vraiment une biotransformation. Comme ça, j'ai juste ce composé-là que j'ai ajouté et je peux voir ce qui se passe. Donc, pour détailler un petit peu les deux parties les plus tricky en fait, de cette méthodologie, le SBA, comme je l'ai dit, c'est du spruce bark, et en fait, on l'obtient directement depuis l'arbre. Tous les 5 semaines, on allait dans la forêt chercher un arbre, surtout pour l'élevage de scolytes, mais au passage, on en profitait, on récupérait des morceaux de bois, des bûches, on enlevait l'écorce extérieure avec tout ce qui ne nous intéressait pas, et on pouvait accéder directement au phloème. On pouvait récupérer juste en longue ligne de phloème, ça se décroche très bien des bûches. On a pu réduire en poudre, après ça, on en fait un milieu agar qu'on va passer à l'autoclave, comme si c'était de la poudre de LB ou de PDA. Juste un petit peu d'agar pour que ça marche. Et d'autre part, quand je rajoute un alpha-pinène dans mon milieu gélosé, que ce soit le SBA, le PDA ou le MEA, il a fallu un petit peu d'optimisation de protocole pour réussir à le rajouter, parce que rajouter un composé volatile dans un milieu en surfusion, généralement, c'est pas bien compatible. Il y a beaucoup de pertes. Et l'alpha-pinène étant tellement volatile qu'il fallait trouver un moyen pour qu'il reste dans mon milieu le temps de la croissance de mon champignon. Donc pour ça, dans mon projet, j'ai commencé par mettre au point une technique qui consiste à encapsuler le terpène. Pour l'encapsuler, j'ai utilisé des cyclodextrines. Cyclodextrine, c'est de l'amidon qui est modifié. Et pour la faire courte, c'est ce que vous avez dans tous les aérosols anti-odeur. Parce que c'est une molécule que là, vous voyez qui est en fait conique, mais pas vraiment conique. Et à l'intérieur, dans la partie interne, il y a beaucoup de groupes hydroxyles qui va venir de capturer le volatile, donc l'alpha-pinène en l'occurrence, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, qui va capturer les molécules volatiles les plus petites qui peuvent s'accrocher, et il va stabiliser en fait le composé.
Il ne va pas le capturer éternellement, mais ça va quand même permettre de le conserver, de stabiliser à température plus longtemps dans le milieu et qui survit à des meilleures températures. Donc pour faire ça, en fait, je mettais de l'acéclodextrine, du terpène, je les mélangeais, je les incubais correctement. Après, je passais au lyophilisateur pour récupérer une poudre. Et cette poudre, je pouvais venir la rajouter directement dans mon milieu en surfusion. Il y a quand même des pertes d'alpha-pinène, hein, c'est pas non plus parfait, mais ça permettait de conserver beaucoup d'alpha-pinène et d'avoir de quoi travailler correctement après sur la croissance de mon champignon. Et de le retrouver dans mes analyses GCMS, parce que c'est plus pratique. Avec tout ça, avec les différents milieux et les différents avec ou sans alpha-pinène et mon champignon, donc j'ai pu faire, comme je vous ai dit, le faire pousser, collecter, extraire et passer en GCMS. Et là, je vais vous présenter en fait globalement les résultats que j'ai eus en GCMS et qu'est-ce que j'ai pu déduire de toutes mes expériences. Globalement, ce que je vais vous présenter, c'est un résumé de beaucoup d'expériences et où j'ai déjà enlevé tout ce qui était, j'ai vu tout ce qui est des contrôles, donc le milieu seul, le milieu avec ou sans alpha-pinène quand il faut. C'est déjà vraiment juste ce que je vous présente, c'est ce qui vient du champignon, ce qui a été prouvé au fil de mon projet que ça vient du champignon. Donc, sur le milieu PDA, je trouvais 0 monoterpénoïdes, quelques sesquiterpénoïdes, avec notamment différents cryophyllènes, en très grande quantité d'ailleurs, par rapport à tout le reste, et quelques phényléthyles, que ce soit acétate ou alcool. Ce qui n'est pas surprenant venant de champignons, donc moi ça m'a fait plaisir, je me suis dit bon c'est bien, on voit des choses, bon un peu déçu qu'il n'y ait pas de monoterpène, mais c'est pas grave. Sur le milieu MEA, je retrouvais aussi mes cryophyllènes et rien d'autre cette fois-ci. Donc déjà on voit qu'il y a des différences selon les milieux, c'est rigolo. Et sur le milieu plus naturel, qui nous intéressait un peu le plus, parce que c'était vraiment pour voir comment réagissait le champignon dans l'arbre, on trouvait beaucoup de monoterpénoïdes, enfin beaucoup, 5, c'est pas non plus la folie, mais on trouvait des monoterpénoïdes et différents, et on trouvait toujours ces cryophyllènes et un composé que j'ai pas cherché plus loin à identifier, que j'ai fini par renommer le bicyclononane parce que le nom était beaucoup trop long pour n'importe quelle diapositive, et qui globalement est un composé qui a déjà été identifié chez des conifères infectés par des scolites. Donc bon, je me suis dit, bon, bah, ça vient peut-être du champignon, c'est intéressant, mais c'était pas mon sujet. Donc j'ai pas poursuivi sur ce petit bicyclononane, mais vous le reverrez plusieurs fois dans mes slides. À partir de là, je me suis posé quand même une question. J'ai les monoterpènes youpi, donc ça me faisait plaisir quand même de me dire qu'il y avait des monoterpènes, surtout que c'est pas si courant que ça chez les champignons. Mais quand même, il fallait se demander, est-ce qu'ils sont produits de manière de novo, c'est-à-dire est-ce que c'est le champignon qui les fait, ou est-ce que ça vient du milieu? Parce que comme je ne le trouve pas partout, mais est-ce que ça vient du milieu et qu'il y a quelque chose dans le SBA qui est utilisé comme substrat pour mon champignon pour produire ces composés? Parce que bon, ces composés, je ne les trouve pas dans le SBA quand je l'analyse tout seul, mais quand même, ça m'a perturbé que ça soit que dans ce milieu que je les vois. Et puis, il y avait quand même un petit peu une variation selon les expériences. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un inhibiteur que j'ai rajouté dans mon milieu pour voir si j'arrivais à inhiber la voie de biosynthèse des terpènes chez ce champignon-là. En l'occurrence, j'ai utilisé donc la lovastatine qui va inhiber l'enzyme HMGR. Pour ceux qui veulent voir un petit peu, je vous ai mis un petit rappel donc, de la voie des terpènes. Alors en fait, globalement, on en connaît deux. Il y a deux grandes voies de biosynthèse de terpènes qui sont appelées les MEP et MEV. Je ne vais pas m'étaler non plus trop longtemps. La voie du MEP, elle est dans les places. Donc en l'occurrence, chez mon champignon, on s'intéresse que à la voie du MEV, donc la voie qui est en gris ici. Et sur cette voie du MEV, il y a une enzyme très en amont dans la voie de biosynthèse qui s'appelle HMGR et qui peut être inhibée par la lovastatine. C'est tout ce dont vous avez besoin de savoir. Et donc, moi, dans mon expérience, en mettant la lovastatine dans mon milieu en concentration suffisante, je devrais pouvoir inhiber la voie de biosynthèse des terpènes et donc enlever tout ce qui vient de mon champignon lui-même, qui est des nouveaux. On sait que les voies de biosynthèse sont censées être là, parce que les champignons ont besoin de terpènes pour faire des stérols et donc avoir leurs parois. Mais bon, on ne sait pas si du coup, ça produit aussi des monoterpénoïdes. En l'occurrence, dans ces expériences, j'ai pu observer que, en présence de mon inhibiteur, de la lovastatine, j'avais une inhibition de la production de cariophyllène. Pas du reste des molécules, que du cariophyllène. Ce qui voulait dire, d'une part, que mon champignon, il est capable de produire des cariophyllènes et qu'il a la voie de synthèse des terpènes et des sesquiterpènes qui permettent donc de produire du FPP et à partir du FPP de produire des cariophyllènes. Donc il doit y avoir des sesquiterpènes synthèse quelque part. Par contre, ça veut dire que tous les monoterpènes que j'avais vus dans mon milieu
ne viennent pas de la production par mon champignon, mais que c'est probablement plutôt lié à mon milieu, donc à mon SBA, et qu'il y a sûrement quelque chose dans mon SBA qui peut être rendu volatile par mon champignon. Je ne sais pas trop comment, ça peut être intéressant de regarder aussi, mais bon. En tout cas, ça ne vient pas de mon champignon, c'est monoterpène. Ça, c'était la première partie donc, de mon projet où il y a vraiment regarder ce que mon champignon fait. Ça me donne déjà pas mal d'informations. Et après, donc j'ai fait la même chose sur les mêmes milieux, mais cette fois-ci sur un milieu où j'avais donné de l'alpha-pinène pour voir si ça peut biotransformer, s'il y a une transformation de l'alpha-pinène par mon champignon. Pour ça, j'ai pris les mêmes milieux, hein, comme je vous ai dit. Dans les milieux, j'ai retrouvé les mêmes choses que ce que j'avais vu quand on n'ajoutait pas l'alpha-pinène, avec les caryophyllènes à peu près partout, mon petit bicyclononane, et puis les monoterpénoïdes que j'avais déjà vus dans le SBA. Mais j'ai trouvé d'autres choses aussi, ce qui était assez cool, parce que c'était quand même un peu le but du projet. Et j'ai trouvé beaucoup de composés assez variés, mais pas tant que ça, si on regarde les cycles se ressemblent quand même. Mais j'ai trouvé beaucoup de composés. Dans ces composés, je vais y aller un peu par étapes. Comme je vous ai dit, bon, ce qui est ces squiterpénoïdes et autres, j'en parle pas, mais c'est pareil ce qu'on avait vu avant, hein, donc pas de souci. Les 4 petits monoterpénoïdes que j'avais vus quand on n'avait pas l'alpha-pinène, c'est pareil, ils sont toujours là. Et il y a toute cette grande partie de composés qui est là que quand je donne de l'alpha-pinène et qui est là de manière significative, qui est là quand il y a mon champignon et l'alpha-pinène. Il faut les deux conditions pour les voir, ou en tout cas à ce volume. C'est bien là, c'est bien lié à la transformation par mon champignon. Et d'ailleurs, il y a certains composés que je trouvais dans le SBA sans alpha-pinène, que là je retrouve. Donc, même si j'ai déjà montré que dans le SBA de base, c'était pas des novos, il y a quand même un lien, ça vient quand même de mon champignon, toute cette affaire. Et la même question vient de se poser du coup. Pas exactement, mais je dois quand même considérer le fait que on n'est pas sûr quand même quand on voit ça, est-ce que c'est de la biotransformation ou est-ce que c'est juste lié à la présence de mon alpha-pinène et que c'est de novo, mais que c'est induit par l'alpha-pinène. Donc si je décompose ça en deux petites questions, est-ce que ces composés que je vois là viennent d'une stimulation, d'une induction par l'alpha-pinène de mon champignon, qu'avec l'alpha-pinène, il se dit tiens, je vais me mettre à produire des monoterpènes, ou est-ce que c'est bel et bien une biotransformation d'alpha-pinène? Pour ça, c'est assez facile de vérifier. J'ai fait exactement la même chose. J'ai mis mon inhibiteur dans mon milieu et j'ai été regarder si avec un inhibiteur, la lovastatine, je perdais les composés ou si je les gardais. Et rebelote, uniquement le caryophyllène a été inhibé. Tous les autres monoterpènes, je les trouvais encore bel et bien dans mon composé avec les mêmes concentrations. Pas de problème là-dessus. Ce qui veut dire que c'est pas des novos, c'est pas une induction par l'alpha-pinène, mais c'est bien une transformation de l'alpha-pinène par mon champignon. Ce qui est cool parce que c'est assez intéressant dans l'absolu et ça pourrait vraiment indiquer pas mal de choses sur le système tripartite qu'on a, notamment sur la détoxification. De là, si je reviens un peu sur tous ces monoterpénoïdes, parce que du coup là on en a plein d'un coup, c'est un peu flou, on ne sait pas trop ce qui se passe. Globalement, on pouvait les séparer en deux grands groupes. D'une part, il y a des composés où on peut clairement voir que ce sont des dérivés de l'alpha-pinène. Enfin, même sans être chimiste, ça paraît relativement explicite. Et parmi ceux-là, on a 3 notamment qui ont déjà été extensivement étudiés dans les systèmes de Barbitol et donc des scolites en général, pas nécessairement sur le même modèle exact que nous, mais dans d'autres modèles aussi, qui ont déjà pu mettre en évidence que le scolite lui-même peut dégrader l'alpha-pinène pour produire ces verbénol, verbénone et verbénène, et que ces 3 composés en fait sont des phéromones pour ces scolites. Alors le verbénol, je crois qu'il est un composé ça, pour appeler les copains et les conspécifiques pour venir coloniser un arbre, alors que le verbénone et le verbénène, ça va plutôt être pour les repousser une fois qu'ils sont bien installés et qu'ils n'ont plus besoin d'aide et qu'ils veulent garder la nourriture pour eux, si je fais court et vulgarisé. Et donc ça, on sait que c'est impliqué dans les phéromones et dans le scolite, et il y a même dans certains systèmes où ils ont montré que les champignons qui sont donc les ectosymbiontes de ces scolites, sont également capables de transformer en fait l'alpha-pinène en verbénol. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a commencé à faire ce projet, hein. Mais globalement, voilà. Donc ça paraît logique, ça nous rassure un peu. On se dit, dis donc, dans ce système aussi, probablement ça transforme l'alpha-pinène pour aider le scolite. Ça va dans l'idée de la nutrition, ou en tout cas d'une relation avec le scolite. Dans l'absolu, on considère, si on revient sur un point de vue moléculaire, que ce sont des P450, donc P450 qui seraient impliqués dans la transformation de ces molécules. Même si là, dans mon projet, moi, j'ai pas eu l'occasion de me lancer dans les molécules, dans les enzymes, même si ça m'aurait plu. Mais globalement, voilà, c'est des petites modifications de l'alpha-pinène, successives ou non, qui pourraient permettre de faire ces différentes molécules. Et d'autre part, il y a tous ces composés qui, alors,
moi, non chimiste, au début, j'étais comment ça peut venir de l'alpha-pinène? En fait, c'est relativement simple, c'est l'ouverture du cycle interne de l'alpha-pinène par rapport à le dessin que j'ai là. Si on ouvre la molécule, on a une ouverture du cycle et on obtient, après modification, ces différentes molécules. Donc ça, c'est les composés que j'appelle ceux qui ont un ring opening, donc ouverture de cycle. Par contre, on n'a aucune idée de comment ça peut se passer d'un point de vue enzymatique, on ne connaît pas d'enzyme qui peut faire cette réaction. C'est littéralement le mécanisme inverse d'une monoterpène synthase, enfin de certaines monoterpènes synthase, mais on sait que les monoterpènes synthase n'agissent pas sur l'alpha-pinène pour ouvrir. Ça a déjà été testé, ils ont testé la réaction inverse, on ne peut pas revenir en arrière. Mais du coup, cette ouverture de cycle, c'est quand même quelque chose qui est probablement coûteux en énergie pour le champignon, et le fait qu'il soit capable de le faire nous indique que potentiellement c'est bien un système pour la détoxification. On ne passe pas autant d'énergie s'il n'y a pas d'intérêt. Et au-delà de la détoxification, ça pourrait être pour utiliser l'alpha-pinène comme source de carbone. En fait. Si on commence à détoxifier, souvent c'est aussi parce qu'on veut l'utiliser pour autre chose et renouveler la matière organique. Ce qui était rigolo aussi, c'est que bon, pour ceux qui sont encore bicycliques, qui sont probablement impliqués aussi dans les phéromones, je les ai retrouvés dans tous mes milieux avec de l'alpha-pinène. Par contre, ceux qui sont ouverts et qui ont une ouverture de cycle, je les ai trouvés dans le PDA avec de l'alpha-pinène et le SB avec de l'alpha-pinène, mais pas du tout dans le milieu MEA avec de l'alpha-pinène. Ce qui était contraignant d'un point de vue travail de laboratoire, mais assez intéressant parce que ça nous prouve vraiment que le champignon réagit différemment sur différents milieux. Pour ça, peut-être que j'ai essayé de rester dans les questions les plus naturelles, et que là, du coup, en l'occurrence, il y aurait sûrement une induction de l'ouverture de cycle qui ne se fait pas en milieu MEA. Peut-être parce qu'en MEA, c'est plus riche, il n'a pas besoin d'essayer de chercher plus de carbone dans l'alpha-pinène, je ne sais pas. On n'a pas eu le temps de creuser plus que ça, mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a des divergences selon les milieux. Donc finalement, si je reviens donc, sur mon projet, la première grande question, c'était un peu de savoir qu'est-ce qu'il fait, que ce soit constitutif ou biotransformation, de savoir qu'est-ce que mon champignon fait. Et là, j'ai pu montrer que Grossmania penicillata, il produit des sesquiterpènes, mais pas de monoterpènes. Par contre, si on lui donne du monoterpène à manger, il le biotransforme, en tout cas l'alpha-pinène. On ne sait pas encore trop comment et pourquoi. On a des idées, des hypothèses, et il y a quand même beaucoup à faire dans ce domaine, mais on ne sait pas exactement. Pour ce qui est du comment, on se dit que c'est sûrement des P450 d'une part, et peut-être des réductases pour l'ouverture de cycle, pardon, mais on ne sait pas trop encore les chemins qui sont utilisés, et ça serait intéressant de pouvoir creuser. Et le pourquoi, comme on a dit, ça peut être du point de vue nutritionnel ou détoxification. Et nutritionnel, on serait peut-être lié à la production de phéromones avec certaines molécules, et la détoxification, comme je disais, ça pourrait être sûrement une histoire de source de carbone, même si on ne comprend pas bien, parce que bon, j'ai utilisé que des milieux où c'est quand même déjà riche en carbone. Mais peut-être que le champignon est un petit peu piqué sur quel carbone il veut, sur quelle source il veut. Donc au final, c'est un peu tout ce que j'ai fait pendant mon projet. J'espère que ça vous a intéressé. Et je voudrais vous remercier beaucoup pour l'attention et pour avoir été là. Merci Mallory de m'avoir invité et d'organiser tout ça avec les copains. Merci au BBV de m'avoir accueilli ici, puisque même si ce n'est pas ce dont j'ai parlé aujourd'hui, je m'amuse beaucoup ici aussi. Et puis je voudrais remercier certaines personnes du Max Planck qui m'ont bien aidé dans mes projets. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser directement le micro ou alors poser vos questions dans le chat et on les lira. Elle est en postdoc chez Courbevoie. Oui, Sylvie Bodino. Bonjour Laure. Salut Sylvie. Ça va? C'est intéressant tout ce que tu as fait. C'est super de voir la trajectoire des doctorants du BVPAM. Ça fait toujours plaisir. Moi, j'avais une question sur ce qu'on appelle détoxification. Parce que là, tu nous as montré en fait qu'il prend un terpène, l'alpha-pinène, et il le transforme en fait en d'autres terpènes. En quoi on peut parler de détoxification? Parce que est-ce que vraiment ces nouveaux terpènes là, ils sont entre guillemets moins toxiques? Pourquoi on parle de détoxification? Alors c'est là où en fait on n'est pas sûr encore exactement de si c'est de la détoxification ou pas. C'est pas toujours facile à mettre en évidence si c'est de la détoxification ou non. Il y a des travaux en parallèle qui ont été réalisés pour voir si justement quels composés, quels monoterpènes sont plus toxiques pour les champignons. Ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que ce n'est pas les mêmes qui sont toxiques pour le scolite et pas les mêmes qui sont toxiques pour chaque champignon.
mais il y a des différences de toxicité. Donc, ça reste flou. Mais globalement, par exemple, je crois que pour Grossmania penicilliata, ça n'a pas encore été publié, mais ils ont montré que le terpinolène est beaucoup moins toxique que l'alpha-pinène pour Grossmania penicilliata. Après, je crois que pour certains cas, vraiment entre limonène et alpha-pinène, le limonène n'est pas du tout toxique pour le scolite, mais beaucoup plus pour le champignon. Donc, c'est là où c'est très, 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 très difficile et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Par contre, là, les molécules que je vois, pour moi, c'est qu'elles sont probablement temporaires, c'est des intermédiaires qui vont permettre la dégradation. Parce quand on a une molécule bicyclique comme l'alpha-pinène, si on veut s'en débarrasser, il faut bien commencer par l'ouvrir et après venir casser des morceaux et casser les cycles pour pouvoir casser la suite. Donc ce serait des molécules intermédiaires. C'est pour ça que sur la fin de mon projet, en fait, j'ai eu le temps de faire quand même des analyses en LCMS, en LC, pour essayer de voir s'il n'y avait pas du reste, des traces de mon alpha-pinène dans des versions solubles qui auraient été en fait dégradées. Alors, on aimerait bien aussi voir si on le retrouve du coup dans le CO2 qui est produit par mon champignon. Donc là, on a pensé à des expériences de labellisation, mais bon, on n'a pas eu trop le temps de le faire. Mais du coup, voilà, on n'est pas certain que ce soit la détoxification, mais on estime que c'est le chemin que ça prend. D'accord, merci beaucoup. De rien, merci pour la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai pas l'impression. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je te remercie encore pour ta présentation, Laure, qui était très intéressante. Et je vous dis au mois prochain, on se retrouvera le 5 mars et on va accueillir Léa Barreda qui nous fera une présentation sur l'élucidation du rôle du métabo spécialisé dans la régulation par des hautes températures dans les graines de brassicacées. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette Merci présentation. Laure et Au revoir. merci à tous. Au revoir. Merci, bonne journée.